Le G54 Afrique, c'est une organisation panafricaine qui réunit à son sein les jeunes leaders que nous appelons aujourd'hui l'élite montante. Donc, nous regroupons les 54 États qui constituent notre continent, donc qui font partie de notre continent. Donc, c'est un souci, c'est à partir d'un constat, d'un fait. L'idée est née à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, des jeunes Ivoiriens qui sont le percusseur même de l'idée. C'est eux qui ont pris l'initiative, ils ont dit voilà, aujourd'hui, tout ce que nous avons comme problème en Afrique, le problème de la montée de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest, comme vous savez, avec les phénomènes Boko Haram et consorts, les instabilités politiques par-ci et là, le printemps arabe a été parmi les précurseurs de la naissance du 54 Afrique. Ces jeunes se sont mis ensemble pour dire qu'est-ce que nous devons faire? C'est quoi notre rapport au processus du développement? Car avec le partenariat mondial qu'on parle des objectifs du millénaire pour le développement, aujourd'hui nous sommes passés de cette transition des OMD aux ODD, qui sont les objectifs du développement durable. Les jeunes sont mis au centre de tout le programme de développement, parce qu'on dit que c'est la jeunesse qui est la relève de demain. Mais si ces jeunes-là, qui sont censés accompagner le développement, ne s'approprient pas les enjeux de l'ère, l'avenir deviendra hypothétique, madame. Raison pour laquelle le G54 Afrique, c'est une plateforme regroupant les jeunes leaders qui sont motivés et déterminés d'accompagner le processus de développement. Donc, comment moi, Joseph, Congolais que je suis, je me suis retrouvé dans ces réseaux panafricains. Donc, je me retrouvé à Madagascar en 2016 dans le cadre du programme de volontariat international de la francophonie qui est piloté par la direction éducation jeunesse de l'OIF. Donc, ce programme, il est lancé chaque année par l'OIF. C'est un programme qui vise la mobilité des jeunes du Nord et du Sud. Donc, c'est l'OIF qui a mis en place. C'est depuis 2005 que le programme existe. Donc, c'est depuis 2008 que le programme existe. Parce que le 5 décembre prochain, le programme fêtera les 10 ans de son existence. Donc, j'étais à Madagascar, j'occupais le poste de chargé d'appui institutionnel et programmes pour le compte de l'OIF. J'accompagnais le processus de l'éducation, de la réforme du secteur éducatif à Madagascar. Donc, vous voyez ce genre de responsabilité qu'on vous donne étant que jeunes que nous sommes. On vous donne des lourdes responsabilités. J'ai accompagné le processus de la réforme éducative à Madagascar. Chose qui, dans mon pays, peut-être ça devait être hypothétique, comme d'autres genres de responsabilités. Mais à Madagascar, j'ai accompagné, j'ai appuyé le ministère de l'Éducation, de l'Emploi et de la formation professionnelle. J'ai appuyé le ministère de l'Éducation nationale, que le MEN, et j'ai appuyé le ministère de l'Enseignement supérieur. Ces trois ministères, comme chez nous, le langage technique dit travailler, c'était un programme interministériel, multisectoriel, qui couvrait ces trois ministères. Et l'OIF avait pour mission d'accompagner la mise en œuvre de programmes conclus entre le Madagascar et l'OIF. C'est un programme bilatéral, triennal, qui va arriver en terme en 2019 prochain. Donc moi, je suis allé dans la phase pilote. Vous voyez la charge que j'avais. Donc, on devait faire les états généraux, identifier les problèmes de l'éducation à Madagascar, essayer de peser les pour et les contre, relever le potentiel qu'ils ont et voir dans quel cadre l'appui que l'OIF amène pourra contribuer à relancer ce secteur éducatif pas si important. Parce que, madame, le développement d'un pays passe par l'éducation. Si les jeunes ne sont pas formés, si les jeunes ne sont pas éduqués, du moins, comment est-ce que ces jeunes vont contribuer au développement? L'impact de G54 Afrique en RDC, nous sommes opérationnels au niveau panafricain. Nous sommes dans la phase de l'installation du bureau de coordination pays.
Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le bureau de coordination sous-régionale Afrique, qui, comme vous le savez, l'Afrique est subdivisée en sous-régions. Donc la sous-région d'Afrique centrale, nous avons déjà eu le parrainage du président Paul Biya du Cameroun, dont le bureau Afrique centrale sera basé au Cameroun, du G50 Afrique. Donc, j'ai eu encore la chance à ce niveau, vu mon engagement, d'être propulsé au poste de coordonnateur sous-régional d'Afrique centrale. Donc, voilà. L'impact, c'est quoi? Nous, aujourd'hui, nous voulons conscientiser les jeunes dans le cadre de l'éveil citoyen. On a un projet que je suis en train de parler avec l'UPJ, avec Mme Francine, la présidente de l'Union panafricaine des jeunes, que j'ai contacté récemment pour discuter avec vous du projet. Le projet que nous voulons mener en RDC, premièrement, c'est la formation en outils informatiques. Nous voulons former, nous avons l'ambition de former 100 000 jeunes en NTUC. Parce qu'aujourd'hui, le numérique a pris le dessus de tout. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas accompagner ces jeunes en outils informatiques. Dans le temps, il y aura des modules, on va segmenter des modules d'entrepreneuriat, des start-up, et mettre en place un mécanisme de coordination et de suivi pour ces jeunes. Parce que nous avons des jeunes talentueux ici en RDC, qui ont des si bons projets. Mais le problème, ces jeunes ne sont pas encadrés. Comment est-ce qu'un jeune qui a un bon projet peut trouver du financement? Comment ces jeunes peuvent être accompagnés à réaliser ces projets? Il y a des mêmes au niveau de la conception des projets. Il y a des jeunes qui ont des idées, mais pour les mettre en pratique, ils ne le savent pas le faire. Nous, en tant que coordination pays de G50 Afrique, dont ce n'est pas moi qui le pilotera, il y a quelqu'un déjà, il y a une équipe qui va travailler là-dessus. Donc, il devrait même être là avec moi, le coordonnateur Eugène. C'est lui qui est le coordonnateur pays G50 RDC. Le projet dont nous parlons de ça maintenant, c'est un projet déjà qui est très avancé. Nous avons même les partenaires qui sont prêts pour nous appuyer. Ça, c'est le tout premier volet de notre impact. Parce que nous visons à former 200 000 jeunes. Madame, posez-vous la question de savoir l'impact qu'aura dans le cadre de l'employabilité de ces 200 000 jeunes pour le compte de la République. Le problème d'abord, nous sommes à la phase de l'identification des bénéficiaires du projet. Actuellement. Nous travaillerons en tout premier lieu avec les associations des jeunes que nous avons déjà identifiées. Ces associations seront de tout premiers bénéficiaires. Après, nous allons élargir les champs d'action au niveau des institutions telles que les universités. Là, nous sommes en train de voir comment nouer des partenariats même avec l'UNPP, parce que il y a un partenaire international qui viendra appuyer la formation. Ce n'est pas moi, Joseph, en tant que directeur du département des affaires politiques et institutionnelles, qui va assurer la formation, non. Moi, je vais piloter la coordination de cette activité. Mais nous avons des partenaires gesteurs qui viendront appuyer les experts internationaux qui seront là pour former ces jeunes. L'objectif poursuivi, c'est de pouvoir renforcer la capacitation de ces jeunes en outils numériques. Et qu'est-ce qu'ils seront capables de faire? Qu'est-ce qu'ils seront capables de créer? Qu'est-ce qu'ils seront capables d'apporter à la population locale? Bon, quand je parle de la population locale, je parle des bénéficiaires finaux. Mais qu'est-ce qu'ils seront capables d'apporter à la communauté, à notre État, à notre gouvernement, à nos institutions? Il y a un problème de compétences. Aujourd'hui, c'est une parenthèse. Le gouvernement a mis en place le programme de rajeunissement de l'administration publique. Vous savez, madame, l'administration publique, c'est le socle même du développement de toutes les institutions. Soyons pragmatiques au moins aussi, parce que quand on a besoin de l'excellence, l'excellence a un prix. Si vous voulez aujourd'hui avoir l'excellence, il faut qu'il y ait le minimum de prérequis. Raison pour laquelle on a essayé de mettre un certain nombre de critères pour que les jeunes qui concourent à ces programmes puissent répondre à l'excellence dont la République a besoin. Le problème, d'abord, je vais essayer de répondre par mon expérience personnelle.
je dirais, on prendra tout le monde. Personne ne sera laissé à marge. Donc, notre projet prendra en compte tout le monde. Mais nous aurons des modules spécialisés, des formations spécialisées. Donc, nous allons segmenter notre groupe cible. Nos bénéficiaires seront pris en segmentation. Donc, il y aura des modules spécialisés pour les soi-disant, comme vous le disiez, entre guillemets, élites. Dans les chaînes de valeur, il y a toujours ce qu'on appelle les différentes classes sociales. Nous aurons les élites qui seront là. Nous aurons une classe intermédiaire en fonction de leurs besoins. Parce qu'il faut d'abord identifier les besoins. On ne vient pas imposer des formations, non. Il y a un problème, pour ne pas brûler les étapes, c'est une partie des réponses que j'apporte à votre première question, concernant le problème du secteur éducatif en RDC. C'est une question qui me touche beaucoup parce que, je ne suis pas du domaine de l'éducation, mais j'ai eu cette grâce d'apprendre de ces secteurs parce que lorsque j'étais à Madagascar lors de ma mission. Aujourd'hui, nous avons un problème, madame, entre donc la formation et la demande et l'offre du marché d'emploi. Il n'y a pas une bonne structuration. Raison pour laquelle nous avons des milliers de diplômés, mais il n'y a pas de débouchés d'emploi. D'où les animateurs de ce secteur. D'où je vois ici les ministres de l'Éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur, je vois les DG de l'UNPP. Ils doivent faire ce qu'on appelle un état général pour voir dans quel cadre le système éducatif congolais doit être réformé. Parce qu'aujourd'hui, ça ne répond pas aux normes. On ne forme pas pour le plaisir de former. On ne forme pas pour avoir des milliers de diplômés. On forme, c'est en fonction de la demande sur le marché. Parce qu'on se dit, on sous-entend que nous formons, par exemple, je prends un échantillon de 5000 jeunes aujourd'hui, nous les formons spécialement à tel type, à une activité spécialisée, que ces jeunes, une fois à la fin de leur formation, vont répondre à un besoin spécifique d'emploi, madame. Mais chez vous, si on fait les statistiques aujourd'hui, nous avons combien de diplômés? Il y en a tellement nombreux, d'où on ne sait plus où on va les caser. C'est ça le problème. D'où la question de la remise en cause de notre système éducatif. Est-ce que les autorités s'y penchent? Le projet mis à Madagascar, c'est un projet vraiment que moi j'ai dit très très bénéfique. On pourra s'en servir de ce projet. Ce projet visait à quoi? On appelle ça, on a mis ce projet avec l'expertise de la CCNB, qui est le nouveau collège Bushwick canadien, qui accompagne l'OIF dans le cadre de cette activité. Ce projet visait à mettre en place des référentiels, je m'en excuse, des référentiels métiers-programmes. On identifie d'abord le marché d'emploi. Quels sont les marchés porteurs aujourd'hui? Une fois le besoin du marché est quantifié, à ce moment-là, on met en place des référentiels de formation métier et on forme les jeunes spécialement pour répondre à ces besoins d'emploi. D'où il a fallu faire ce qu'on appelle l'approche participative. Donc, le secteur privé et le secteur public étaient associés à la mise en œuvre de ce grand projet. D'où le privé est amené leurs besoins. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait le comité de pilotage intersectoriel, donc interétatique. Donc tous les deux secteurs de la vie nationale s'y retrouvaient et travaillent en parfaite synergie. Vous voyez ce que ça a produit comme effet. En termes d'un titre illustratif, on a formé plus de 2000 jeunes, juste en hôtellerie et tourisme. Et ça a été très bénéfique pour le malgache.
Parce que ces jeunes ont participé activement aux différentes activités que le pays, donc le pays a accueilli le 16e sommet de la francophonie. Et ce sont ces jeunes-là qui ont travaillé dans les institutions de restauration, au niveau de l'accueil, même au niveau de la salle internationale qui a accueilli le sommet. Ce sont ces jeunes qui ont apporté leur savoir-faire. Le plus grand problème de nous, Africains, c'est quoi? Donc, la plupart des jeunes que nous sommes, nous voulons plus la facilité. Mais nous, on n'est pas là pour la facilité. Nous sommes là pour le mérite. Je ne veux pas trop beaucoup plus, parce que quand vous avancez ces hypothèses de dire que dans notre pays, il y a un problème, oui, il y a un problème, certes, du népotisme, du clientélisme, on regarde toujours qui... C'est l'Afrique en général. Parce que je vous dirais, madame, en Europe, il y a des différences. Donc, nous avons ce qu'on appelle, moi j'appelle des différenciations en termes du leadership et du management. Parce qu'en Afrique, quand il faut postuler, on dit il est l'enfant de qui? Ça, c'est l'Afrique. En Amérique, tu es capable de faire quoi? Et en Europe, tu as quoi comme diplôme? Tu vois, cette façon de voir les choses qui est très différente. Et nous, qui ont eu la chance, Dieu merci, d'avoir fait les études à l'étranger, d'avoir participé dans beaucoup de colloques, d'avoir travaillé à l'étranger, ça nous a permis de nous ouvrir un peu les yeux, de voir comment les choses se font dans d'autres cieux. Et pourquoi ne pas s'en servir, ce qu'on appelle en anglais the best practice? Comment se servir des bonnes pratiques des gens pour essayer d'importer dans notre pays le changement des mœurs? C'est une question que j'en discute beaucoup ces derniers temps avec mes amis. Et les jeunes de différentes obédiences, parce qu'on est sollicité aussi, de part et d'autre, pour accompagner les idéaux des uns des autres. Moi, personnellement, je me suis dit, je ne m'engage pas donc actuellement en politique, surtout en RDC, vu la conjoncture actuelle que les pays vit, les présages politiques du pays actuel. Je me suis abstenu de prendre part aux actions politiques, mais cela ne m'empêcherait pas d'émettre mes analyses là-dessus. Oui, là j'en appelle à la conscience des jeunes, de mes frères jeunes, frères et sœurs, jeunes congolais, de pouvoir essayer un peu de faire la part des choses. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se dire pourquoi nous tuerions-nous. Moi, c'est un problème d'idéaux, c'est un problème des programmes, que ce soit ceux de la majorité, que ce soit ceux de l'opposition. Si quelqu'un a un programme cohérent, qui répond aux normes et aux besoins des aspirations du peuple, je vais les soutenir. Je vais les soutenir. En plus forte raison, en dehors d'être militant des jeunes, je travaille dans une institution publique de la RDC. Je reviens aussi dans mon bureau de travail. Là, je joue le rôle d'un conseiller technique. Mon rôle, c'est quoi? C'est accompagner les décisions des décideurs. Nous, les jeunes, nous devons jouer le rôle de thermorégulateurs, premièrement, et le rôle d'accompagner les institutions d'une manière efficiente. Ce n'est pas parce que j'ai un grand frère qui est ministre que j'occupe un poste, je prends juste un exemple, en partant de vos hypothèses de tout à l'heure, que j'ai un grand frère qui est ministre, ça arrive, que le grand frère te prend, il te met au cabinet, demain nous créons, on crée un truc farfelu, association, machin, pour soutenir les actions, non. Avant de soutenir quelque chose, on doit savoir, ça rime à quoi? C'est quoi la finalité? Est-ce que ça répond aux besoins de l'intérêt général?
C'est cette question qui manque à la jeunesse aujourd'hui. Le problème du chômage qui gangrène les jeunes. Tout le monde se taille la route pour y arriver. Et ce n'est pas la meilleure façon de faire. Ça se mérite. Les fonctions se méritent. Les postes se méritent aussi. Parce que le plus grand problème de notre pays, vous savez, quand les pouvoirs, quand on fait les choses n'est plus sous la méritocratie, c'est sur les obédiences politiques. Voilà où nous en sommes. Ça, j'ai fait une analyse attaquée expert en développement. C'est quoi l'impact aujourd'hui? C'est quoi les sociales des Congolais? Quand tous ces bons se réveillent le matin, ils prennent le pouvoir de dire « je parle au nom du peuple », qui leur donne le mandat de le faire? Je me suis posé un jour une question de savoir, mais ce monsieur qui se prend le pouvoir de parler au nom de la jeunesse, il a eu le mandat de qui? Madame Francine peut se prévaloir ses droits, parce qu'elle vient récemment d'être réélue à la tête de l'UPJ. Elle a le mandat, elle a le quitus de la jeunesse, au niveau panafricain. Je le réitère. Mais les autres, moi j'ai eu le mandat de la jeunesse au niveau panafricain. Parce que c'était à l'issue du forum international organisé à Abidjan en 2016 que j'ai été promu, réélu à ce poste. J'ai eu le mandat de mes pères. Mais je ne suis pas la personne de Madame Francine, premièrement. Je ne saurais pas apporter les éléments probants de sa présidence, parce que c'est elle qui a géré. Les actions et les impacts, c'est elle qui en maîtrise plus. Donc, je m'évite ici de faire... il y a une forte probabilité qui est alternance au niveau institutionnel. Et ça demande la volonté de la classe politique congolaise. D'ailleurs, moi, j'en appelle à un renouvellement de la classe politique. Parce que partant de la Première République à la Deuxième République, aujourd'hui, nous sommes à la Troisième République, ce n'est que les mêmes personnes qui sont là. Et avec quel résultat? Madame, ce n'est pas nous tous qui sommes dans l'alcoolisme, dans la musique, madame. Si vous avez fait les choix de m'inviter, c'est parce que vous avez fait vos analyses en amont. Donc, mes actions sur terrain, ça vous a motivé de venir me voir. Je dis, mais attends, ce jeune-là, qu'est-ce qu'il fait? D'où il est venu? Par où il a commencé? Raison pour laquelle vous avez dit non, quand même. Et vu votre projet de la promotion des initiatives des jeunes, je me suis dit, moi, j'ai tout, c'est... Non, c'est un problème de volonté, madame. Et j'en appelle à la conscience de la classe politique aujourd'hui. Ils sont là, c'est eux qui ont géré le pays. Parce que les gens doivent comprendre une chose. On n'est pas opposant seulement pour décrier, pour crier le méfait du système, de la gestion actuelle. L'opposition, c'est quoi? C'était des suggestions positives à ceux qui gouvernent pour dire, on a évalué votre gestion, mais là, quelque chose ne marche pas. Vous faites des propositions. Mais en Afrique, les gens ne sont que là pour crier, au lieu de proposer. C'est ce que je n'apprécie pas la politique la gestion politique africaine. Les gens ne sont là pour crier. Et surtout au niveau de la sous-région d'Afrique centrale, à la différence de l'Afrique de l'Ouest. Je prends l'exemple juste du Bénin. Je me souviens à l'époque, j'ai eu la chance de participer à une mission d'évaluation en tant que consultant indépendant au Bénin. À l'époque, le président Boni Yahi disait, on nous demande autant de milliards pour faire les élections. Et nous avons un problème de paiement des fonctionnaires. Cet argent pourrait servir même à payer nos fonctionnaires, les arriérés que nous avons. Mais les élections en profitent à qui? Est-ce que vous les avez? C'est toute une business qui tourne autour des élections. Les concepts de la démocratie, le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple, les élections c'est du business. Les machines électorales, je prends l'exemple de la RDC aujourd'hui, les machines à voter, ça coûte combien de milliards hein? Et qui en gagne profit? C'est les Congolais?
C'est les Congolais lambda, la personne qui vit à Kinshasa, ou à Malais, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ça lui profite en quoi? Qu'on laisse déduper la population pour dire que les élections apporteront tout comme solution. Non. Les élections apporteront une partie des solutions, pas l'ensemble des solutions. Au Bénin aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a le président, le nouveau président a supprimé même les droits d'aller, non, les droits de gréver. Parce que les choses ne marchent plus. Les gens se révoltent. Et il a supprimé. Et puis, c'est une violation constitutionnelle. Ça, on n'en parle pas. On n'en fait pas allusion. Mais quand il s'agit des élections, oui. J'ai besoin du renouvellement, j'ai besoin de la finance politique. En tant que jeune, j'en veux vraiment. Et ça me fera plaisir de voir dans mon pays qu'il y ait ces changements du paradigme institutionnel. Ce que je reproche aux jeunes, c'est de pouvoir se laisser instrumentaliser, surtout pour les intérêts égoïstes et personnels. Parce que si moi, Joseph, je vais avoir un poste de responsabilité, être propulsé, donc je prends les jeunes en tenaille, parce qu'aujourd'hui, peut-être j'ai la facilité de m'exprimer sur les médias au niveau national qu'international. Je prends les jeunes en tenaille pour s'en servir d'eux, afin d'arriver à mes fins. Ça, vraiment, je le reproche fermement. Donc, le jeune, vous devez être là comme les piliers du développement. Vos plaidoyers doivent aller en faveur de vos frères et de vos sœurs. Parce que s'il faut faire le plaidoyer, ce que nous devons faire aujourd'hui, qu'il y ait de l'emploi pour la jeunesse, qu'il y ait de l'éducation pour tous, que tout le monde puisse avoir l'accès à l'éducation, madame. Voilà les rôles que nous devons jouer. Voilà ce que nous devons apporter pour nos frères. Nous qui avons eu la chance de faire les études. Ceux qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas suffisamment d'argent. Donc, ils n'ont pas la chance d'émerger dans la vie. Tout le monde est né égaux. La Constitution, les DCO, tout le monde a droit à l'éducation, au bonheur et à la vie. Ici, j'en appelle les jeunes qui sont la relève de la classe politique de demain, de pouvoir s'approprier. On ne peut pas continuer comme ça. Nous devons changer les choses. C'est à nous d'apporter de la plus-value de la gouvernance actuelle. S'il faut changer les choses, c'est nous les jeunes qui venons changer les choses. Pas cette classe politique qui est là, qui est fatiguée. Juste une anecdote. J'ai eu la chance de participer lors des activités le 5 décembre 2017. Il y a eu, on a célébré la journée internationale du volontariat. Bon, je suis volontaire. Je participe aux actions du volontariat aussi. Le président Cornernang, que j'ai eu la chance de rencontrer lors de cette activité, nous a posé une question. C'était le jour même que la loi électorale a été votée au Sénat. Il nous a dit, vous qui êtes appelés à gérer le pays demain, est-ce que la question des élections aujourd'hui en RDC, vous vous en appropriez? Moi, j'ai dit non. C'est parce que vous, la classe politique, vous vous êtes accaparé des questions électorales. Comme si c'est devenu donc quelque chose qui vous appartenait à vous. Pour le politique, non. Les débats sur les questions électorales doivent être ouverts à toutes les couches sociales. Parce que tout le monde a quelque chose à apporter. Et nous, les jeunes, nous sommes en marge de cette histoire. Pourquoi? Parce que quand il y a des débats au Sénat, on ne demande pas les gens de venir intervenir. Il y a eu des séances de restitution d'abord, avant que cette loi soit votée, et aujourd'hui j'ai promulgué. Non. C'est le problème d'appropriation. Maintenant, ces jeunes-là, qui sont dans les obédiences politiques, c'était quoi leur rapport par rapport à l'analyse, aux suggestions de cette loi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est ça la question. Mais les politiques doivent
ouvrir leur sphère. Je n'appelle pas, donc moi j'en appelle à la gestion. Que les jeunes soient intégrés au processus de gestion de la chose publique, ça donnera aux jeunes la facilité d'apporter le peu qu'ils ont pour que le processus de développement puisse avoir des effets escomptés, madame. Je crois, j'ai été là, aujourd'hui c'est la 17e promotion, c'est la 17e promotion, oui, dans la 16e promotion qui est en cours. La 15e promotion, parce que moi je suis de la 14e promotion, la 15e promotion j'en ai parrainé 3 que j'ai coachés personnellement, et d'ailleurs en distance, parce que je ne me trouvais pas au pays, que j'ai coaché, que j'ai initié les dossiers, et ils ont eu la bourse. Ils sont allés étudier. Donc, on n'est pas fermé, on est ouvert. Ces jeunes qui veulent postuler pour prendre part au programme, nous sommes là disposés à les accompagner, à les outiller, à les donner des petits tacts, des outils pour dire voilà, il faut éviter ça, que les dossiers se préparent de cette manière. Lors de l'interview, il faut faire ça, il faut faire ça. On est prêt à accompagner les jeunes Congolais. Et je souhaiterais qu'il y ait pas mal de Congolais qui participent à ce programme pour qu'à la fin du programme, qu'ils puissent rentrer travailler pour le développement de notre pays. C'est ce qui est fait aujourd'hui que je suis de la 14e promotion. Il y a eu des promotions précédentes avant nous. Mais mes parents, mes chers frères et mes chères sœurs, ils ont dit non. Vu l'engagement de notre frère Joseph Munga, nous lui donnons la coordination nationale de notre réseau qui puisse les redynamiser. Donc l'objectif que je me suis assigné à poursuivre dans le cadre de la coordination, c'est essayer au moins que ces atouts-là, ces acquis que ces jeunes Congolais ont réussi de leur formation en Égypte, puissent servir vraiment pour le développement de la RDC. Pourquoi? Parce que la plupart quand on revient au pays, madame, c'est pas facile d'y rester après avoir fait toutes ces formations, après avoir investi de l'argent, et le temps surtout. Quand vous revenez, vous avez envie d'émerger, vous avez envie de gagner la vie. Mais quand il n'y a pas de débouché d'emploi, la plupart préfèrent aller travailler pour les institutions internationales. Mais c'est le pays qui perd. C'est notre pays qui perd. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir conscientiser les gouvernants. Leur dire, voilà, ce que nous perdons pour notre pays. Nous perdons des compétences. Ces compétences devaient servir pour le développement du pays, mais ils vont travailler pour d'autres nations.